Suite de cette édition spéciale sur TV5 Monde avec cette image depuis la Guinée-Conakry, image du président Alpha Condé arrêté, coup d'État en cours. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, chef des forces spéciales, s'est exprimé à la télé nationale. Il a annoncé la dissolution de la Constitution et des institutions et la fermeture des frontières du pays. Notre édition spéciale donc continue sur TV5 Monde avec tous nos invités. Mais avant de retrouver ces invités à Paris, à Conakry et également au Québec, eh bien, je voulais qu'on revienne sur le fil de cette journée avec Oumi Diallo. Vous n'êtes pas torturé, non? Est-ce qu'on vous a dit? On a touché à un seul de vos cheveux. Président depuis 2010, Alpha Condé, 83 ans, reste impassible et assiste impuissant à la possible fin de son règne. À la tête du putsch, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française et chef du groupement des forces spéciales, une unité d'élite à l'efficacité redoutable. Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Dès 8 h ce matin, des tirs d'armes lourdes ont retenti aux alentours du palais présidentiel où se trouvait Alpha Condé. De sa fenêtre, cet habitant de Koléa, quartier administratif et résidentiel abritant de nombreux expatriés, nous raconte. C'est vraiment flippant. Là, en face de moi, il y a une grande fumée, une énorme fumée. Je ne sais pas, il vient d'où, on dirait qu'il y a un truc qui a explosé. Il y a beaucoup de militaires, des gens habillés en militaire. Donc, je ne pourrais pas dire c'est qui, c'est quel type de militaire, mais il y en a beaucoup. Il n'y a personne dans les rues. Franchement, j'ai un peu peur. Je ne vous mens pas, j'ai un peu peur. Dehors, les accès au centre-ville sont bloqués. Les soldats effectuent des contrôles d'identité. Il est impossible de filmer au-delà des barrages. Dans ce contexte, la population est à bout. Notre pays ne fait que souffrir de jour, nuit au jour. Vraiment, on en a marre. Ici, on a entendu des coups de feu, vraiment. Donc ça nous gêne. Les militaires ne font que circuler dans la rue. On n'arrive pas à faire nos activités. Hein? Nous avons peur, vraiment. Dans un communiqué, le ministère de la Défense guinéen affirme avoir contenu la menace et repoussé les assaillants. On va reprendre la direction du Québec, retrouver Amadou Sadio Barry. Amadou Sadio Barry, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces mandats à la tête de la Guinée-Conakry? Qu'est-ce qu'on retient d'Alpha Condé? Écoutez, la première leçon simple à retenir, c'est qu'il n'y a jamais eu d'État en Guinée. Depuis 1960, le régime post-colonial a ouvert la voie à une culture politique autoritaire qui a vécu des modifications au niveau des principes formels avec l'adhésion au système démocratique en 90, mais une adhésion des principes qui ne s'est pas traduite dans la réalité à une organisation de la société guinéenne sous forme de société de droit où la justice et l'égalité pourraient régner. Et Alpha Condé, il faut le rappeler, quand même avait suscité de l'espoir. Moi, je me rappelle ici à Montréal, beaucoup de jeunes, nous étions à dire que ne sont pas panafricanistes et son parcours de combattant aurait pu lui permettre justement d'asseoir la société guinéenne sur une fondation politique et institutionnelle capable de nous sortir durablement de la violence politique et surtout des contentieux liés aux élections qui sont toujours à la source des violences en Guinée. Malheureusement, Alpha Condé lui-même a recyclé, si vous voulez, des collaborateurs du général Conté, les Kassou Fofana aujourd'hui, les Thibaut Camara, et beaucoup de ses collaborateurs. Donc le système politique guinéen vit d'un recyclage, d'un esprit autoritaire qui fait qu'Alpha Condé finalement a lui-même participé à reconduire les logiques de l'arbitraire et surtout, il faut le mentionner, à asseoir la légitimité militaire du pouvoir politique. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que la façon d'avoir réorganisé l'institution militaire en créant en 2018 ces forces spéciales de Mamadi Doumbouya a participé lui-même à l'affaiblir parce qu'on voit que l'armée, les dissensions au sein de l'armée ont toujours été vecteurs de conflits, surtout lorsque est en jeu des considérations économiques. Il faut-il le rappeler pour terminer qu'entre Doumbouya et le ministre Diané Deja, les choses n'allaient pas très bien.
Amadou Sadio Barry, on va justement en savoir un petit peu plus sur Alpha Condé, personnage incontournable donc de la scène guinéenne. Son portrait est signé Simon Rodier. Alpha Condé, c'est d'abord le parcours d'un opposant forgé au cours de ses 4 décennies à Paris. À la tête de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, il milite contre la dictature de Sékou Touré. Son engagement lui vaudra une condamnation à mort par contumace. Ce n'est qu'en 1991 qu'Alpha Condé rentre au pays. Et il est arrêté en 1998, au lendemain de la présidentielle. Il passera 3 ans en prison. Alpha Condé se servira d'ailleurs de cette période derrière les barreaux pour cultiver l'image d'un Mandela de la Guinée. Je me bats pour la démocratie et le développement en Guinée. Donc tant qu'on n'aura pas amené le bonheur au peuple de Guinée, je ne peux pas arrêter mon combat. Un combat qu'il mène dans les urnes en 2010, année de la première présidentielle jugée libre depuis l'indépendance. Face à lui, son principal adversaire se nomme déjà Cellou Dalein Diallo. Ce dernier compte 26 points d'avance à l'issue du premier tour, mais Alpha Condé réalise une improbable remontée. Avec 53% des suffrages, il accède à la fonction suprême. Malgré des soupçons de fraude et les violences ayant émaillé les 4 mois houleux de l'entre-deux-tours, le nouveau chef de l'État incarne l'espoir d'une Guinée enfin démocratique, sous l'œil bienveillant de la communauté internationale. Alpha Condé, un homme de réseau qui peut compter sur le soutien d'amis de longue date, notamment dans la gauche française avec Bernard Kouchner, un temps ministre des Affaires étrangères. L'homme d'affaires Vincent Bolloré ou encore le juriste Albert Bourgi, ici à gauche du président, font aussi partie du cercle des proches. Réélu en 2015 pour un 2e mandat, au terme d'une élection encore contestée. La colère gronde dans une partie de la population. La Guinée vit au rythme des manifestations parfois réprimées. La volonté d'un nouveau mandat pour Condé se profile. Le président profite d'un déplacement à New York en septembre 2019 pour lancer son nouveau combat. Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections. La feuille de route est tracée. Réforme constitutionnelle adoptée par référendum en mars 2020, candidature pour un 3e mandat et victoire, malgré les dénonciations d'irrégularités massives. Les semaines et mois qui suivent, fin 2020 et 2021, seront marqués par des arrestations d'opposants et de journalistes, la détention pour qui s'exprime trop fort. L'opposition parle de dérive liberticide. Pour elle, Alpha Condé visait une présidence à vie, comme ses prédécesseurs Sékou Touré et Lansana Conté. Ibrahim Sorel Keïta, Alpha Condé, c'était également une figure, on l'a vu, de la France-Afrique. Oui, c'est une figure de la France-Afrique. C'est quelqu'un qui a porté des combats formidables, comme le montre votre sujet. Et moi-même, je l'ai côtoyé en France. Et effectivement, c'est quelqu'un qui suscitait beaucoup d'espérance. Et nous sommes tombés de très haut. Lorsqu'il acquiert le pouvoir et qu'il se comporte de cette façon-là, ça explique aussi, et c'est vraiment important de rappeler cela, que s'il y a eu ce coup d'État, c'est d'abord par la responsabilité de ce régime, qui n'a pas su saisir les aspirations populaires, qui n'a pas su répondre au drame du peuple guinéen, à la pauvreté. Alpha Condé a réussi quand même à transformer un des pays les plus riches, potentiellement, bien sûr, 2e producteur mondial de bauxite, en un pays pauvre où les gens ont du mal à joindre les 2 bouts. Et c'est ce qui explique ce qui se passe. Maintenant, le vrai enjeu pour nous, ce n'est pas le parcours d'Alpha Condé et la situation de son régime. C'est l'avenir du pays. C'est qu'est-ce qu'on fait pour pas que les militaires n'accaparent le pouvoir à leur seul profit. Et c'est à cet égard-là, comme je vous l'ai rappelé, assez intéressant ce qu'a dit M. Doumbouya, mais il faut le prendre au mot. Et donc, il faut que les forces vives de ce pays se mobilisent rapidement. Nous, lundi prochain, à Paris, nous organisons une rencontre pour justement proposer un certain nombre de choses afin que la liberté, la démocratie ne soit pas confisquée par ce CNRD. Ousmane Diaye, est-ce que la chute, ou cette arrestation en tout cas d'Alpha Condé, va avoir des répercussions certaines sur les relations avec la France ? On ne sait pas encore, mais ce qu'il y avait, c'est que Alpha Condé, un redoutable tacticien et fin connaisseur de la vie politique française, parce qu'il en a été
un des acteurs, hein. C'est même il pas avait un la observateur. nationalité française. Il a milité avec Kouchner, il était membre, très proche de la gauche des socialistes français, etc. Donc c'est un fin connaisseur de la vie politique. On a tenté d'avoir la réaction de Bernard Kouchner et de François Hollande qui n'ont pas voulu réagir justement à cette information. Ouais. Et il faut rappeler que Nicolas Sarkozy était à Conakry il y a une dizaine de jours. Donc il a toujours été une sorte d'acteur de la vie politique française. Il a toujours mené les deux espaces politiques de front. Alors par contre, ces dernières années, ce qui était intéressant, c'est que il y a une forme les relations entre Paris et Conakry, il y a eu un froid. Et Alpha Condé a décidé de se repositionner en profitant de la rivalité avec la Russie et la Chine. Sur le Covid, il a préféré faire cavalier seul, opter pour le Spoutnik de façon très symbolique, du point de vue des contrats, du point de vue des infrastructures. Il s'est tourné vers la Chine et il a développé un discours très critique vis-à-vis de la France-Afrique dont il est issu finalement. Donc ça, c'est très important. L'autre chose qui est quand même plus inquiétant et qui peut être le désordre qui arrive et qui s'annonce, c'est le désordre au niveau de la sous-région et du Sahel. Parce que là, on entre dans une configuration géopolitique quasiment intenable. Ça va plus loin. Il y a une forme d'acte, il y a une forme de ligne qui traverse le Sahel. Et que vous prenez cette ligne, tous ces pays-là ont connu ces 2 derniers mois soit une tentative de coup d'État, soit un coup d'État qui a réussi. Le Tchad, qui est un pays en transition, le Niger qui a connu une tentative de coup d'État qui n'a pas réussi, le Mali qui est en transition, Ibeka d'ailleurs a exactement la même trajectoire qu'Alpha Condé dont il était très proche, hein, et puis la Guinée. Donc on a une sorte de ligne où à la fois on a une sorte de menace djihadiste, terroriste possible, et on a des États, des systèmes politiques ultra fragilisés et qui remet en cause tous les dynamiques d'intervention dans ces espaces-là, français, russes, tous les dynamiques d'intervention se retrouvent fragilisées et on ouvre une brèche qui va être dangereuse. Amadou Sadio Barry, je voulais vous poser à peu près la même question. Je voulais savoir, selon vous, quelles vont être les conséquences géopolitiques donc, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les conséquences géopolitiques, moi je partage l'analyse de M. Ndiaye sur justement le risque d'embrasement d'une sous-région ouest-africaine déjà confrontée à la menace terroriste, aux djihadistes. C'est clair, mais au-delà même des conséquences géopolitiques et de la lutte hégémonique entre les grandes puissances, aujourd'hui on le voit par exemple en Centrafrique, où la France et la Russie se livrent bataille. On l'a vu tout de suite aussi, la prise de position de l'Élysée après la mort d'Idriss Déby. Donc il y a des considérations géopolitiques aujourd'hui qui prennent en otage aussi l'avenir, le devenir politique des sociétés africaines. Mais où il faut insister, c'est de voir que ces considérations géopolitiques elles-mêmes, elles viennent, si vous voulez, se greffer dans une société ou des sociétés politiques qui n'ont jamais, depuis les indépendances, réussi à penser la question du fondement politique. Et en Guinée, depuis 60, vous voyez que le pouvoir politique cristallise des passions, des haines intercommunautaires et surtout des luttes qui conduisent à la mort. Donc, par-delà la Guinée d'ailleurs aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le 3e mandat fragilise les sociétés africaines, elles compromettent le devenir démocratique, et surtout les élites et les acteurs politiques en Afrique, et en Guinée en particulier, ne réussissent pas à s'interroger sur les possibilités d'une vue commune, susceptible aujourd'hui de permettre aux citoyens guinéens de se réapproprier son destin. Ça, ce n'est pas la faute de la France, ce n'est pas la faute de la Russie, ni des États-Unis. Donc il faut prendre acte du manque de responsabilité en termes de réflexion intellectuelle des citoyens sur le devenir des sociétés africaines. Et Alpha Condé aujourd'hui n'est que la traduction d'une tragédie africaine, de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Pensons à la Côte d'Ivoire où les choses sont aussi instables. Donc est-ce qu'on va toujours continuer à perpétuellement laisser courir des espèces de criminalité politique où les États sont assommés par des intérêts individuels? On le voit avec Alpha Condé une fois encore qui a recyclé tout le système Condé. Et que ferions-nous, nous universitaires, nous intellectuels, nous sociétés civiles, pour qu'aujourd'hui on ne reste pas une sorte de transition? On va justement, je vous coupe une seconde parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. On va justement se poser la question de ce qui va se passer désormais. Mais avant cela, pour voir quelles vont être les conséquences donc de ce coup d'État, je voulais qu'on réécoute le sonore du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, le chef des forces spéciales, qui s'est exprimé aujourd'hui à la télévision guinéenne. Écoutez. Nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. La fermeture des frontières terrestres pendant une semaine encore. Et nous allons voir après les frontières aériennes, comment faire. Avec tous nos camarades, nous allons trouver la solution pour sortir de cette
KPJ. Nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce que nous sommes. On a une question. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la Guinée? C'est la grande question. On a envie d'y croire, mais quand on examine l'histoire politique de la Guinée, aucune transition militaire n'a abouti ou n'a réussi à sortir un projet démocratique viable. Donc moi, il faut juger le maçon au pied du mur. Quand on connaît l'état de l'armée guinéenne, ce serait une surprise agréable s'ils offrent à l'Afrique une transition réussie. Mais ils vont faire quoi les putschistes maintenant? Ils ont une marge de manœuvre très limitée au fond. Déjà, je pense qu'il faut conquérir le reste de l'armée, parce que le coup d'État est exécuté par une unité spéciale de l'armée. Il y a tout le reste de l'armée déjà. Je pense qu'au sein de l'armée, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur comment gouverner avec qui. Il y a l'opposition démocratique, Cellou Dalein Diallo. La société civile, l'opposition démocratique est fortement divisée. L'une des stratégies et l'une des méthodes qu'Alpha Condé a le plus réussi, s'il y a une réussite Alpha Condé, c'est diviser l'opposition. Il a brillamment réussi. Donc l'opposition guinéenne est dans un état difficile, parce qu'une partie de l'opposition est en prison, donc répression, l'autre partie est divisée sur la stratégie, donc il va falloir récupérer une opposition divisée, donc c'est la quadrature du cercle. Franchement, ils ont une mission très compliquée. Il va peut-être falloir aussi qu'on en sache davantage sur le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. On ne sait pas grand-chose de lui. Ça va être aussi une des interrogations ces prochains jours. Ce qu'on sait, et ça aussi, ça n'augure rien de bon, juste avant de faire le coup d'État, il était en bisbille avec le ministre de la Défense, qui était son supérieur hiérarchique. Il y a eu des rumeurs qui le donnaient qui annonçaient une arrestation. Il est plutôt bien formé parce que il n'est pas issu, et ça aussi c'est intéressant dans son profil. Jusqu'ici, les putschistes qu'on a eus, c'était des sortes d'apparatchiks de l'armée guinéenne. Lui, il n'a pas fait carrière dans l'armée guinéenne. Il a fait carrière dans l'armée française et a rejoint l'armée guinéenne en venant de l'armée française. Donc, il a une certaine spécificité de ce point de vue. C'est pas les hiérarques qu'on connaissait, parce que l'armée guinéenne avait une spécificité. Il y avait des figures, des icônes qui étaient très célèbres, qui étaient des institutions eux-mêmes. Amadou Sadjo Barry, il nous reste quelques secondes. En une réponse assez courte, comment vous voyez désormais l'avenir du pays ? Moi, je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans le discours du colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'on a entendu en 90 et dans toutes les déclarations à l'issue d'un putsch ou d'un coup d'État en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est l'occasion nous est donnée aujourd'hui de penser nos mots, de réfléchir sur notre avenir commun, par-delà les appartenances ethniques et surtout de prendre en considération le caractère multiculturel de notre pays et de s'asseoir avec des intellectuels guinéens à travers le monde et aussi à l'intérieur du pays, de réfléchir par-delà l'institution militaire, de mettre en place l'émancipation d'une vraie sphère politique. Car je ne cesse de le rappeler, et dans mon livre, d'ailleurs je le dis, et c'est sur la Fondation de la Guinée, où je dis que la sphère politique en Guinée ne s'est jamais émancipée du pouvoir militaire. Donc est-ce que le colonel Doumbouya va réussir quelque chose d'inédit dans l'histoire politique de notre pays en laissant aux citoyens le fait de se réapproprier le destin? Pour l'instant, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais son discours n'a rien de nouveau. C'est ce qu'on a entendu en 84, c'est ce qu'on a entendu au Mali, au Tchad, voilà. Donc, mais le constat est là, comme disait M. Ndiaye, c'est que les transitions ont toujours été capturées et confisquées au profit justement de l'armée. Et retenir aussi que... On va passer la parole à Ibrahim Sorel Keïta sur la même question. Il nous reste quelques secondes. Très rapidement, nous espérons une transition réussie et nous y croyons parce que depuis plus d'1 an, nous avons fait le travail pour que cette transition-là soit anticipée en amont et que le peuple s'empare véritablement du pouvoir et que cette souveraineté populaire soit une réalité. Et donc, au peuple de prendre ses responsabilités, nous y contribuerons dès ce soir. Merci messieurs, en tout cas d'avoir été sur le plateau TV5 Monde. Merci Amadou Sadjo Barry d'avoir été en direct depuis le Québec. Merci à tous les trois. Je termine cette seconde partie de 64 minutes avec cette image, donc cette image du jour, celle du président Alpha Condé arrêté en Guinée-Conakry. Coup d'État en cours. On en parlera bien entendu dans la troisième et dernière partie de 64 minutes et bien entendu dans le journal L'Afrique ce soir sur TV5 Monde.